Pourquoi les soldats américains ont-ils passé 3 guerres à essayer de remplacer la carabine Mun par n'importe quelle arme plus puissante qu'ils pouvaient trouver? Le fusil était-il simplement trop faible? Ou y a-t-il une partie légèrement différente de l'histoire que vous n'avez jamais entendue? Eh bien, c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. L'histoire de la carabine Mun a commencé lorsque l'armée américaine a reconnu un problème simple avec son nouveau fusil juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le Mun Garand était un excellent fusil, mais il était aussi trop lourd et encombrant pour les soldats qui n'étaient pas censés se retrouver si souvent en combat direct d'infanterie. Le Mun grand format causait toutes sortes de problèmes aux troupes de soutien comme le personnel d'état-major, les conducteurs de camions, les porteurs de munitions et les milliers d'autres qui formaient l'épine dorsale d'une armée mécanisée moderne. Le fusil grand format était essentiellement plus un fardeau qu'un atout, mais il voulait aussi les armer avec quelque chose de plus qu'un simple pistolet en arme secondaire. C'était à cause du danger des tactiques de blitzkrieg allemandes où les avances rapides de blindés débordaient répétitivement les positions derrière les lignes de front. Ce serait donc bien si les soldats qui n'étaient pas censés affronter le combat avaient maintenant quelque chose de mieux qu'un pistolet pour se défendre. Donc l'idée était que les porteurs de munitions, les membres des équipages de mitrailleuses, les équipages de mortiers et les troupes de l'échelon arrière devaient être équipés d'une arme d'épaule légère. La demande officielle d'une nouvelle arme légère avait déjà été évaluée en 1938 et jugée inutile à l'époque. Mais après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, ils y ont reconsidéré la question et l'ont approuvée en juin 1940. Elle devait tirer en mode semi-automatique ou à tir sélectif et ne pas dépasser 2-3 kg avec la bandoulière. Mais le mode à tir sélectif a finalement été abandonné car la précipitation pour la mise en production l'a emporté sur tout le reste. Les fusils devaient utiliser une nouvelle cartouche de calibre 30 développée par Winchester. Elle correspondait approximativement à la puissance d'une cartouche 357 Magnum, ce qui semble convenable sur le papier. Mais comparé au 30 à 06 Springfield du Garand, la cartouche de carabine était nettement moins puissante, ne produisant que 36% de l'énergie du Garand à la bouche. Puisqu'elle n'était jamais destinée à être un fusil de combat de première ligne, cela était jugé suffisant à l'époque, mais le temps montrerait à quel point il se trompait. Juste pour voir à quel point le développement était absurde, regardez cela un instant. Winchester n'a pas participé aux premiers essais de carabine de l'armée américaine parce qu'ils étaient occupés à développer un autre fusil, le Winchester G30. Ce fusil avait été conçu à l'origine par Ed Browning comme projet semi-automatique. Mais lorsque Browning est mort en 1939, Winchester a fait appel à David Marshall Williams pour continuer le travail. C'est l'homme connu plus tard sous le nom de Carbine Williams, et vous allez maintenant comprendre pourquoi. En 1941, cette refonte a abouti à un prototype plus léger connu sous le nom de fusil Me-2. Il a réduit le poids d'environ 3 kg à environ 4 kg. Mais il ne répondait toujours pas aux exigences du département de l'armement américain. Il demandait quelque chose de beaucoup plus léger, environ 2 kg, et ils ont accordé à Winchester un délai généreux de 13 jours pour présenter un nouveau design pour le prochain essai. Williams jugeait l'exigence irréaliste et a quitté l'équipe. Cependant, les ingénieurs de Winchester ont décidé d'essayer quand même. Au lieu de tout concevoir à partir de zéro, ils ont combiné des pièces existantes comme un boîtier de détente d'un fusil Winchester modèle 1905, une tige de manœuvre modifiée inspirée du système Garand et le concept de piston à course courte qu'ils avaient déjà. Travaillant sous une pression de temps extrême, ils ont assemblé un prototype de carabine légère fonctionnelle dans ce délai de 13 jours, ce qui est finalement devenu la carabine Mun. Voyant que le design était en fait réalisable, Williams a rejoint l'équipe et a aidé à développer une version plus raffinée. Mais cela ne signifie pas que les problèmes allaient s'arrêter. Après avoir résolu un problème d'alimentation, mais sans avoir résolu un problème de cycle, le fusil a été testé au polygone d'essai d'Aberdeen pendant 3 jours et a surpassé tous les autres fusils. Tout allait bien, jusqu'à ce que la culasse se brise. L'inspection a montré que la défaillance était due à un mauvais métal, pas à la conception elle-même. Mais Winchester se voyait encore imposer un délai ultra-réaliste d'1 seul jour pour remplacer la culasse ou être disqualifié. Mais en plus de ce délai impossible, le fusil n'avait pas le droit de quitter Aberdeen. Donc l'équipe de Winchester a travaillé toute la nuit dans leur usine sans aucun plan, fabriquant une nouvelle culasse entièrement de mémoire. Incapables de la tester, ils l'ont ramenée sans savoir si elle fonctionnerait, mais elle a fonctionné et ils ont remporté le contrat à l'unanimité. La désignation officielle du fusil est devenue la carabine Mun. Maintenant, c'était le moment de la production. Comme le nombre de troupes de l'échelon arrière serait toujours plus élevé que les troupes de première ligne, la demande de production était énorme et de nombreux fabricants improbables sans expérience préalable dans la fabrication d'armes se sont joints pour répondre à la demande.
Des entreprises informatiques comme IBM et des fabricants de jukebox comme Rockola faisaient partie des nombreuses entreprises improbables impliquées dans la production. Ainsi, à la fin de la guerre, ils avaient collectivement fabriqué plus de 6 millions de carabines Moon, ce qui en faisait l'arme individuelle américaine la plus produite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à comparer avec environ 5 millions de Mun Garand et environ 3 millions de mitraillettes Thompson. Alors que s'est-il passé quand elle est finalement allée à la guerre ? Et comment les insuffisances de cette nouvelle cartouche se sont-elles manifestées ? Généralement au pire moment possible. La carabine Mun a fait ses débuts en Europe et les soldats l'ont d'abord adorée. Le recul confortable et le chargeur amovible de 15 coups leur donnaient une puissance de feu bien supérieure à un pistolet, tout en ne pesant que légèrement plus de 2-3 kg, donc elle s'est rapidement répandue au-delà de son rôle prévu. Le fusil conçu pour les troupes de soutien a rapidement été donné aux officiers d'infanterie, aux parachutistes, aux observateurs d'artillerie et à de nombreux autres soldats de première ligne. Quiconque avait besoin de mobilité aimait sa taille compacte et la préférait effectivement au fusil d'assaut grand format. Et pour les soldats comme les parachutistes qui avaient besoin d'une variante encore plus compacte, la version à crosse pliante appelée Moon-O a été fabriquée. C'était essentiellement une carabine Mun standard, avec une crosse en fil métallique se repliant latéralement et une poignée pistolet en bois, ne mesurant que 64 cm lorsqu'elle était repliée. Mais la crosse n'était pas verrouillée en position ouverte ou fermée comme on pourrait s'y attendre. Elle était en fait maintenue en place par une came à ressort qui la rendait rapide à déployer, mais quelque peu instable lors d'un tir prolongé. Le Moon-Hound a été largement utilisé par les parachutistes en Sicile en 1943 et ils le portaient généralement dans un étui rembourré suspendu à la ceinture pistolet avec une sangle pour le fixer à la jambe. Cependant, beaucoup ont renoncé à la sangle de jambe parce que, comme vous pouvez probablement l'imaginer, un fusil attaché à votre cuisse lors de l'atterrissage n'est vraiment pas la meilleure idée. Donc ils glissaient simplement la carabine derrière leur parachute de réserve à la place. Dans le Pacifique, les soldats et les forces de guérilla opérant dans une jungle dense avec seulement un contact ennemi occasionnel louaient généralement la carabine pour son poids léger, sa courte longueur et sa précision à courte distance. Ces munitions à amorces non corrosives étaient extrêmement précieuses dans le climat du Pacifique où les amorces corrosives utilisées dans les armes de calibre 30 à 0,6 créaient d'énormes maux de tête d'entretien. Cependant, l'enthousiasme des soldats pour le nouveau fusil s'est rapidement dissipé après leur première utilisation réelle au combat. Beaucoup ont commencé à échanger leurs carabines Mun contre des Garand dès que possible. Et la raison en est que la puissance de frappe de la carabine n'était pas exactement ce qu'ils attendaient. Les rapports des soldats, en particulier ceux servant aux Philippines, indiquaient qu'elle ne pouvait pas arrêter l'ennemi qui chargeait même avec plusieurs impacts. Ils remettaient en question la pénétration et la puissance d'arrêt de l'arme, constatant que les soldats japonais touchés continuaient à les charger. Maintenant, cela pourrait en partie s'expliquer par la distribution par l'armée japonaise de comprimés dits de concentration, similaires à ce que les Allemands utilisaient à l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème était constaté trop souvent pour être soit une coïncidence, soit un cas isolé. Alors, quel était le problème ? Vous voyez la balle en chemise métallique complète traverser les cibles proprement plutôt que de basculer ou de créer des canaux de blessures significatifs. La balle passait à travers sans dépenser efficacement son énergie, laissant l'ennemi encore capable de combattre, ou du moins de vivre assez longtemps pour vous causer des problèmes. Il était confirmé que la carabine avait une capacité létale mais pas assez de puissance d'arrêt. Les soldats touchés mourraient très probablement de leurs blessures, mais il fallait souvent du temps avant que cela ne se produise. Et sachant qu'ils allaient mourir, ils utilisaient généralement ce temps pour vous rendre l'appareil de vous avoir tiré dessus, n'est-ce pas ? Et imaginez l'effet que cela avait sur des soldats qui se battaient maintenant comme dans ces rêves où on ne peut pas frapper ou courir, où on se déplace comme dans l'eau, mais cette fois avec le risque réel de mourir plutôt que de se réveiller. La campagne d'Europe a créé une véritable division des opinions. Beaucoup louaient la carabine et sa conception légère, tandis que d'autres la considéraient davantage comme un jouet que comme un vrai fusil, avec de nombreux témoignages de vétérans, comme l'un qui affirmait avoir tiré 4 coups sur un Allemand qui chargeait sans l'arrêter. Un autre a dit qu'il l'avait jeté après son premier combat et l'avait remplacé par une Thompson quelques jours seulement après le débarquement sur les plages de Normandie, terminant sa campagne avec cette Thompson. Les troupes de première ligne expérimentées ont commencé à rejeter franchement la carabine et à la remplacer par des Mun Garand dès qu'ils le pouvaient, tout en ne cessant de se plaindre à l'armée des lacunes de l'arme. Donc l'armée a répondu en introduisant la carabine M2 à la fin de 1944. Bien que ce soit davantage en raison de l'utilisation généralisée par les Allemands d'armes automatiques, et seulement en partie parce qu'ils se souciaient des frustrations de leurs soldats avec le mauvais calibre pour le travail.
Le Me-2 avait maintenant une cadence de tir entièrement automatique d'environ 750 coups par minute et était livré avec un nouveau chargeur de 30 coups, mais la production réelle n'a commencé qu'en avril 1945, bien trop tard pour faire une quelconque différence dans la Seconde Guerre mondiale. La variante la plus technologiquement avancée était la carabine M3, un MAN-2 équipé d'un support pour un viseur infrarouge. Elle a été développée par l'armée en 1943 lorsque les Japonais ont commencé à infiltrer leurs lignes de nuit et à semer le chaos, et elle a été déployée en 1945 lors de l'invasion d'Okinawa. Environ 150 carabines M3 ont été déployées, donnant aux soldats américains la capacité de voir les soldats japonais la nuit, même dans l'obscurité totale, et en utilisant des balles traçantes pour identifier les cibles. Une équipe de 2 ou 3 soldats était nécessaire pour utiliser l'arme et fournir du soutien puisque le système nécessitait que l'opérateur porte un pack de batterie de 13-6 kg pour que l'ensemble du dispositif fonctionne. On dit qu'elle a été responsable de 30% des pertes japonaises lors de la première semaine de l'invasion, et ceci allait devenir la première utilisation au combat de la technologie de vision nocturne par l'Amérique. En avançant jusqu'à la guerre de Corée, la carabine Me-2 à tir sélectif avait largement remplacé la mitraillette dans le service américain et est devenue la variante de carabine la plus largement utilisée. Mais la Corée allait exposer de sérieux problèmes avec l'arme, car les hivers rigoureux créaient des conditions qui faisaient des ravages sur toutes les armes. Et la carabine n'était pas une exception. Bien au contraire, c'était encore pire. La carabine fonctionnait de façon laborieuse par temps de gel, et selon le froid qu'il faisait, elle nécessitait entre 5 et 20 coups de chauffe avant de tirer en automatique complet. Il a également été constaté que dans 95% des cas, la cible était en réalité touchée à moins de 45 mètres par rapport à la portée de 275 mètres que l'armée avait initialement spécifiée. La controverse la plus tristement célèbre concernait des rapports généralisés selon lesquels les cartouches de calibre 30 de carabine ne parvenaient pas à pénétrer les tenues d'hiver matelassées des soldats chinois, nord-coréens. Même les commandants de compagnie les plus respectés disaient qu'environ 30% de leurs carabines ne tiraient pas du tout ou étaient lentes au combat. Parce que le M2 était conçu pour le tir entièrement automatique, il était simplement plus sensible aux conditions météorologiques. Par temps chaud, la poussière et l'humidité causaient des problèmes, tandis que par temps froid, le gel et les températures négatives l'affectaient plus que toute autre arme dans l'arsenal d'infanterie américain. Certaines des choses causant ces problèmes étaient des ressorts de rappel faibles qui perdaient leur élasticité aux températures sous zéro ou des lubrifiants militaires standards qui gelaient et s'épaississaient. Le système de taquet à course courte de la carabine conçu autour d'une cartouche à puissance réduite n'avait essentiellement aucune marge du tout. Lorsque le lubrifiant froid ajoutait de la friction et que le propulseur froid réduisait la pression des gaz en même temps, la carabine s'arrêtait tout simplement de fonctionner. Le Montgarant souffrait également de dysfonctionnements par temps froid, mais bien moins. Les Marines ont appris qu'un coup sec sur la tige de manœuvre s'en occupait généralement lorsque la culasse gelait, et c'était tout. Le système de piston à course longue du Garand générait beaucoup plus d'énergie de culasse, lui donnant la marge mécanique pour surmonter les lubrifiants épaissis. Mais le plus gros problème allait bien au-delà de la défaillance mécanique. La principale raison pour laquelle les hommes ont perdu confiance dans la carabine, c'est quand ils mettaient une balle directement dans la poitrine d'un soldat chinois à 23 mètres et qu'il tressaillait à peine et continuait à les charger. Certains soldats juraient avoir touché des hommes 3 ou 4 fois sans les arrêter. Certaines unités ont même émis des ordres permanents pour que les utilisateurs de carabines visent la tête plutôt que le centre de masse, essayant désespérément de trouver un moyen de faire fonctionner l'arme. Certains récits suggèrent que les munitions de carabine fabriquées à Lake City à la fin des années 1940 avaient des valeurs de vélocité qui atteignaient à peine les spécifications dans des conditions normales, encore moins à moins 37 degrés Celsius. Les munitions de calibre 30 de carabine étaient chargées avec une poudre sphérique à double base W8 120 qui perd environ 3 fois plus de vélocité pour chaque degré de baisse de température que la poudre extrudée à base simple utilisée dans les munitions 30 à 0,6 du Montgarand. Donc, avec une chute de 57 degrés Celsius par rapport à la température de test, la puissance déjà modeste était maintenant franchement trop faible. Autre chose, la carabine était généralement donnée aux troupes de soutien avec peu de formation en tactique de petite unité et encore moins d'expérience au combat. Le personnel administratif et de soutien se retrouvait soudainement dans des embuscades et des situations de combat rapprochées pour lesquelles ni eux ni leurs armes n'étaient préparés. Et l'aversion pour la carabine ne se limitait pas aux soldats américains, car même les soldats chinois capturés qui avaient été également équipés de carabines MUN et Me-2 américaines capturées partageaient le même avis sur sa puissance d'arrêt insuffisante. Mais ils avaient ce qu'ils avaient car le développement d'un nouveau fusil universel était en cours, donc ils devaient simplement attendre.
La carabine M3, avec la lunette de sniper infrarouge améliorée, qui avait une portée effective plus longue d'environ 115 mètres, a continué à servir en Corée, mais elle nécessitait toujours le lourd pack de batterie. Donc elles étaient utilisées principalement dans des positions défensives statiques pour localiser les troupes tentant d'infiltrer dans l'obscurité. Au total, environ 20 000 systèmes M3 ont été fabriqués avant qu'ils ne deviennent obsolètes. Alors que la guerre se poursuivait au-delà du premier hiver désespéré, les rapports sur les performances de la carabine se sont améliorés. Les troupes ont développé des procédures spécifiques d'entretien par temps froid et ont appris à retirer tout lubrifiant des armes par froid extrême. Mais le front s'était stabilisé à ce moment-là, et la carabine était maintenant utilisée comme arme défensive. Donc, la question de savoir si l'arme s'était réellement améliorée ou si elle était maintenant simplement utilisée comme prévu à l'origine, combinée à des attentes plus faibles des troupes, reste sans réponse. La carabine MON est ensuite arrivée au Sud-Vietnam avec des conseillers militaires américains à partir de 1956 et a été distribuée massivement aux soldats sud-vietnamiens. Les États-Unis leur en ont fourni environ 800 000, M1 et M2 confondus, et elles étaient l'arme individuelle la plus largement distribuée lors des premières phases de la guerre du Vietnam. À la fin de la guerre, on estimait qu'un total d'1,5 million de carabines MUN M2 avait été laissé au Vietnam. Il est intéressant de noter que leur taille compacte et leur légèreté se sont avérées idéales pour les soldats vietnamiens, dont la taille moyenne était d'environ 1,52 mètres. Et ils étaient même réticents à échanger leurs carabines contre des garants. Dans la guerre de jungle, les deux camps favorisaient la mobilité sur la puissance de feu, ce qui était le compromis que les concepteurs de la carabine avaient intentionnellement accepté. Certains ont même modifié leur carabine en raccourcissant le canon et la crosse pour une utilisation encore plus compacte dans les combats en jungle. Au fil du temps, cependant, le SKS et finalement le AK-47 avec sa cartouche 7, 62 x 39 mm 60% plus puissante, allaient remplacer la carabine et devenir les armes dominantes utilisées par le Viet Cong. Les carabines étaient remplacées dans le service américain par des M16 à partir de 1964 et dans les années 1970, elles étaient généralement hors service. Alors, la carabine MON était-elle vraiment trop faible pour la guerre ? Les tests balistiques modernes ont à peu près démystifié le fameux mythe des vêtements gelés de Corée. The Box of Truth, une ressource d'essai d'armes à feu bien connue, a conduit un test abordant spécifiquement cette légende. Ils ont plié des serviettes en tissu éponge en 8 couches d'environ 2-5 cm d'épaisseur une fois comprimées, les ont trempées et gelées jusqu'à ce qu'elles soient aussi rigides qu'une planche. Les munitions standards à balles rondes de calibre 30 de carabine ont facilement pénétré le matériau gelé et ont continué à travers l'équivalent de 19 litres d'eau, soit approximativement 53 cm de gélatine balistique ou de chair humaine. Pour mettre les choses en perspective, la norme du FBI considère 30 cm comme la pénétration minimale nécessaire pour atteindre les organes vitaux, et la carabine de calibre 30 a pénétré presque 2 fois cette profondeur après avoir traversé le tissu gelé. Mais il y a plus dans l'histoire que cela. La dégradation de la précision sous le stress est un phénomène de combat bien documenté où les troupes croient avoir touché leur cible alors qu'en réalité, elles ont manqué. Les soldats qui se plaignaient rataient-ils donc simplement leur cible sous le stress ? Il s'avère que le vrai problème était que la balle en chemise métallique complète de calibre 30 de carabine était trop rapide pour se comporter comme les balles de pistolet telles que le 45 ACP qui est une grande balle lente, qui écrase les tissus et crée de larges canaux de blessures permanents. Mais en même temps, elle était aussi trop lente pour se comporter comme de vraies balles de fusil où les balles pointues à haute vitesse commencent à basculer, se retourner latéralement et parfois se fragmenter, créant des blessures bien plus destructrices. En conséquence, la cartouche de calibre 30 de carabine passait généralement directement à travers la cible, créant de étroits canaux de blessures qui ne provoquaient pas de manière fiable une incapacitation rapide, ce qui correspond exactement à ce que les soldats décrivaient. Mais changez les munitions, et l'histoire change complètement. Une balle à pointe creuse est conçue avec une petite cavité dans le nez. Lorsqu'elle touche des tissus mous, cette cavité se remplit de fluide et force l'avant de la balle à s'élargir vers l'extérieur. Au lieu de rester étroite et de glisser à travers, la balle s'épanouit, augmente en diamètre et ralentit à l'intérieur de la cible. Cela signifie que plus d'énergie est déposée dans le corps plutôt que de sortir de l'autre côté. Le canal de blessure devient plus large, les dommages au tissu augmentent et la probabilité d'arrêter rapidement une menace augmente considérablement. Les forces de l'ordre sont légalement autorisées à utiliser des munitions expansives. Les forces militaires, cependant, sont généralement limitées dans l'utilisation de telles balles dans la guerre internationale en vertu de la déclaration de La Haye de 1899,
qui interdisait les projectiles conçus pour s'étendre ou s'aplatir facilement à l'intérieur du corps humain. Donc, la carabine Mun ne retourne pas sur le champ de bataille pour cette raison.